On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on dresse un peu le portrait de l'industrie bovine en Montérégie, mais aussi ici, dans la MRC du Richelieu. On veut un peu redorer l'image de cette industrie qui est importante. Ce sont des fermes familiales et il y a un niveau de production quand même assez important, mais qui pourrait être encore un peu plus. Mais d'abord, on vous parle de jardins collectifs, à ne pas confondre avec les jardins communautaires. C'est un projet de deux jeunes filles avec les incroyables comestibles. Vous savez, on aime ça les projets, on aime ça les nouveautés. Et le 24 janvier dernier, alors que je regardais le Canada français sous la plume de Marie-Josée Parent, je vois un article qui attire mon attention, « Les incroyables comestibles sans racines à Saint-Jean ». Et là, je me mets à lire l'article, dire ça a donc bien l'air le fun. Je pense qu'il faut partager ça. En même temps, c'est un projet qui est évolutif, donc il faut le faire découvrir aux gens. Là, on est rendu quelque part début mars, donc on va essayer de voir où en est rendu le projet en date d'aujourd'hui. Nos deux invités, je vous les présente à l'instant. D'abord, Roxane Moisan-Rougeau. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Annabelle Lépine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon. C'est quoi ça, les incroyables comestibles? Les incroyables comestibles, c'est un mouvement citoyen qui est apparu en Angleterre d'abord pour faire suite, en fait, avoir un peu plus de résilience face au contexte qui se produit à l'époque pour se nourrir davantage, avoir une nourriture qui était plus accessible, plus locale. Donc, dans le fond, ça part de citoyens, mais qui se mettent de concert avec des entreprises, avec le milieu municipal, dans le fond, pour améliorer la qualité de vie. Donc, c'est une plateforme d'échange d'informations. On peut échanger des outils de communication, des semis, partage de connaissances, beaucoup. Donc, ça part un peu de là. Et comment ça a été porté à votre connaissance? Vous connaissiez ça? Vous aviez des amis en commun? C'est quoi? Comment le lien s'est fait? Pour ma part, c'est des documentaires que j'ai vus sur le sujet de jardin collectif, sur les incroyables comestibles. Puis, physiquement, bien, il y a plusieurs villes du Québec qui ont des jardins collectifs. Donc, là, on pense à jardin, ça peut paraître grand, mais ça peut être, par exemple, un petit bac à l'avant d'un commerce. Ça peut être, par exemple, à Trois-Rivières, là, dans un baril, un 45 gallons pour de l'eau de pluie, vient à l'œil du comestible en pleine ville. Donc, au lieu de mettre des fleurs, de l'ornemental et tout ça, là, bien ça, c'est des poivrons, des tomates, du basilic et tout ça. Fait que c'est quelque chose qui m'a intéressée beaucoup. Bon, et vous, Roxane, comment vous avez été mise au fait de ça? En fait, c'est beaucoup Annabelle qui m'en avait parlé. Au départ, c'est un projet... moi, c'est plus la permaculture qui m'intéressait. Puis on se demandait sous quelle bannière faire notre projet. On se disait, est-ce qu'on crée un organisme communautaire? Est-ce qu'on... Donc, elle m'a parlé des incroyables comestibles qui existaient, puis on trouvait ça intéressant, dans le fond, parce que c'était déjà en place, ça se faisait déjà au Québec. Bon. C'est quoi la différence entre un jardin communautaire, comme il y en existe dans certaines villes, entre autres même à Montréal, où il y en a quelques-uns dans les quartiers, puis j'ai déjà fait des reportages là-dessus. Là. Donc, je peux m'imaginer, évidemment, c'est quoi? Les gens arrivent, ils font leurs petits trucs, ils ont leur espace et tout ça. Donc, c'est quoi la différence entre un jardin communautaire et des jardins collectifs? Le jardin communautaire, effectivement, c'est que les gens s'occupent de leur parcelle à eux. Un jardin collectif, il va y avoir des porteurs de projets, on part d'une idée, on se rassemble, on dit, bien, on aimerait ça peut-être tel bout de terrain, on aimerait ça faire quelque chose avec. Donc, les gens se mettent ensemble, puis plantent les choses, puis ensuite, on établit des règles pour le cueillir et l'entretenir. Donc, dans le fond, n'importe qui passe dans la rue peut cueillir, mais aussi, c'est de sensibiliser les gens avec des ateliers, avec des pamphlets, de dire, bien, tu peux l'entretenir, donner un petit coup de main en faisant telle chose, tu fais juste ramasser un peu de ça, puis, ou juste tailler telle branche quand tu cueilles. Donc, dans le fond, c'est que tout le monde, finalement, s'approprie le projet, l'utilise, mais redonne aussi en fonction de ses capacités. Donc, tout le monde n'est pas égaux en connaissances, puis il y a une grosse marche quand même à franchir là, à ce sujet-là. Une fois qu'on est séduit par le projet en tant que tel, comment on décide de se regrouper, de faire des démarches, de l'installer? Parce que ça, c'est l'autre bout de l'affaire. On a une belle idée, on se dit, bon, ça s'est fait ailleurs, comment on peut le faire chez nous? Bien là, voyez-vous, on est en train de monter une structure à Saint-Jean pour justement pouvoir répondre à la demande. S'il y a des citoyens qui veulent joindre le mouvement, nous, on est deux citoyennes bien ordinaires avec des jobs à temps plein puis une belle vie sociale, donc on ne peut pas porter tout l'ensemble des projets citoyens en ce moment. Ce qui va être possible de faire, c'est donc de passer via le Centre des femmes à Saint-Jean, qui a un volet sécurité alimentaire, puis qui, eux, ont déjà monté plein de beaux jardins dans la région.
Puis eux s'offrent pour, en fait, structurer les différentes initiatives qui vont venir à elles. Nous, on a le plaisir de dire que on va être là en support si les gens ont envie de discuter de leur processus, s'ils ont besoin de conseils, s'ils veulent jaser de leurs idées avec nous. On va être là pour les accompagner, mais on ne pourra pas soutenir l'ensemble des initiatives, puisque si on se fie aux autres initiatives au Québec, là, les autres villes, ça a décollé rapidement, puis l'engouement s'est développé dans les premiers mois. Donc là, vous faites affaire avec un organisme qui a une permanence, qui a des employés. Ça, donc, pour vous, le support administratif ou l'encadrement, il va être plus facile que vos deux à faire ça à temps perdu. Il va être plus efficace, là, disons. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, on est début mars. Bon, c'était paru dans le Canada français fin janvier. Au cours des 6-7 dernières semaines, comment le projet a-t-il avancé? Donc, c'est certain que ça avance bien au niveau de la mobilisation des bénévoles. On a rencontré des gens qui étaient très motivés là, par rapport à ce projet-là. On a aussi tenté le terrain avec des organismes. Justement, on a essayé de créer des partenariats, donc que ce soit un émondeur qui fournisse du paillis, que ce soit quelqu'un qui nous fournisse de la terre. Donc, on essaie de créer des partenariats aussi, aller chercher des semis pour planter. Donc, ça avance bien à ce niveau-là. Ce qu'on aimerait faire aussi éventuellement, c'est organiser un événement pour que les membres se rencontrent, parce qu'on a créé une page Facebook avec déjà 258 membres. Puis, dans le fond, ça serait le fun que les gens qui sont vraiment intéressés et qui ont envie d'implanter un projet ou de participer à un projet se rencontrent, qu'on regarde les besoins, puis que, dans le fond, les projets démarrent. C'est comme une plateforme d'échange, vous me corrigerez, mais je suis allé me promener. Donc, c'est pas une page Facebook, c'est un groupe de discussion. Oui, exact. On a mis le lien au bas d'écran, donc les gens peuvent y adhérer ou faire une recherche. Oui. Donc, si on indique, évidemment, le nom du projet en tant que tel, donc on va être capable de faire la recherche. Là, maintenant, en termes de terrain, où en êtes-vous là, de ce côté-là? On est toujours en recherche du terrain parfait qui va accueillir notre premier projet pour vraiment bien représenter ce à quoi peut ressembler Incroyable Comestible. Nous, on a la tangente permaculture qui nous intéresse beaucoup, donc faire des aménagements qui soient le plus possible autonomes, puis en permaculture, donc permanent. C'est-à-dire que c'est pas, mettons, juste des annuels qu'on enlève à chaque année, qui meurent à chaque année. C'est quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Par exemple, des arbres fruitiers, des arbustes qui vont rester là plusieurs années. Puis, de fil en aiguille, ils vont devenir de plus en plus autonomes avec moins de support humain. Il y a également des bacs potagers, comme on les connaît bien, qui vont s'implanter dans tout ça. Mais là, on est à rechercher justement qu'est-ce qui pourrait nous offrir en termes de luminosité, d'accessibilité, puis de qualité de sol qui ne soit pas contaminé, tout ça, là, un terrain qui va convenir à tout ça. Bon, vous citez en exemple la ville de Victoriaville, oui. Qui est intéressant à développer. C'est drôle parce que je fais un parallèle. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine de la radio-télé il y a une trentaine d'années, Victoriaville était la première ville au Québec à instaurer le système de recyclage. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Okay. Et ça a pris, c'était long avant que les autres municipalités embarquent. Et visiblement, on semble être encore assez précurseur du côté de Victoriaville. C'est quoi l'exemple de Victoriaville? En fait, c'est une personne en particulier, nous, de ce qu'on connaît, là, Alexandre Guillemet, a porté beaucoup ce projet-là. Et il a tissé très rapidement des liens vraiment avec toutes les strates à la ville, dans le fond, de Victoriaville. Donc, que ce soit la municipalité, des gens d'affaires, des citoyens, au niveau journalistique aussi, il a bien, comme, je dirais, placé ses pions d'une certaine façon, de façon à ce que, justement, les gens s'intéressent à ça et implantent des projets. Donc, dans le fond, déjà, la ville avait une structure pour accueillir ce type de projet-là. Donc, pouvait supporter les projets. Ils en faisaient eux-mêmes, mais ils pouvaient aussi supporter des projets d'une autre façon. Donc, c'est vraiment... c'est des citoyens qui vont faire sur des devantures, des commerces également. Et la ville a un grand jardin-forêt. Donc, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont une plateforme aussi. On va voir sur leur site où ce qu'ils ont... C'est combien de coordonnateurs? Je ne m'en rappelle plus. Il y en a plusieurs dizaines. C'est vraiment un gros projet avec une centaine de petits sites, jardins. Et là, avec toi, on parle de quoi? 75 espaces comestibles? Oui, exactement. C'est énorme quand même. Oui. Pour une ville d'à peu près 40 quelques mille habitants. Exactement. Oui, c'est génial. Ils ont vraiment un beau rayonnement, une belle visibilité. C'est un mouvement qui est très dynamique, qui est très inspirant pour nous. On les a rencontrés cet été, puis on a été accueillis à bras ouverts. Ils sont vraiment très généreux de leurs connaissances. Donc, on les garde proches, puis
on aime bien partager nos idées avec eux. Êtes-vous en pourparlers aussi avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Dans quelle mesure la Ville peut-elle vous aider dans votre projet? Oui, tout à fait. C'est très favorable, en fait, ce qu'on a comme communication avec la Ville en ce moment, tant au niveau des recherches de terrain qu'au niveau des ressources qui vont être nécessaires pour la terre, l'arrosage et tout ça. Il y a une belle ouverture là, à la Ville, vraiment au niveau du développement durable. On est agréablement surprise. Le meilleur moment pour démarrer ça, c'est quoi? C'est le printemps, j'imagine? Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, bientôt. Donc, c'est comme demain, hein, c'est bientôt. Oui, c'est un peu demain. Qu'est-ce qu'on peut planter au juste? Qu'est-ce que les gens veulent planter dans ce genre de jardin collectif? Ça dépend vraiment des personnes. C'est sûr que les gens connaissent beaucoup les plantes potagères à proprement parler, que ce soit des fines herbes comme le basilic, que ce soit des tomates cerises, des concombres, tout ce type de plantes-là. Donc, c'est certain, ça va demander un peu plus d'entretien, plus d'arrosage, plus de désherbage. Mais on peut planter, ça peut être vraiment sous différentes formes. Ça peut être dans des bacs, ça peut être vraiment au sol directement, ça pourrait être des rangées de jardins, comme ça peut être vraiment des aménagements, comme Annabelle parlait, plutôt en permaculture, où on plante certaines plantes qu'on va juste couper, laisser à terre, ça fait un paillis en plus d'engrais. Puis telle plante, elle a une odeur qui repousse des insectes qui nuisent à telle autre plante. Donc, il y a comme une espèce d'écosystème qui peut aussi être créé en termes d'espace. Donc, comme on se disait, il peut y avoir des arbres fruitiers, des arbustes, des arbres à noix, des fleurs comestibles. Il peut y avoir de tout dans ces jardins-là. Il peut y avoir des champignons, de tout. Bon, est-ce que vous aviez, quand vous avez lancé, évidemment, puis que la nouvelle est parue publiquement, est-ce que vous aviez mesuré un peu l'impact? Êtes-vous surprise de l'engouement? Non, on y croit tellement à ce projet-là qu'on est contente que ça réponde, en fait. Mais, ça devient un heureux problème aussi. Ah oui, non, c'est génial. On est vraiment contente de l'ouverture. Mais comme je vous disais, ailleurs au Québec, vraiment, l'engouement est là. La vague plus verte est là. Les gens ont envie d'être plus éco-responsables, de manger local, de manger biologique, d'agir de manière concrète pour améliorer les quartiers, pour améliorer la vie communautaire. Donc, ça répond à un besoin, je pense. Oui, c'est ça. Puis ils en parlaient aussi quand on était voir les autres sites d'incroyables comestibles, comme quoi, quand ça part, là, c'est exponentiel. Alors donc, les incroyables comestibles s'installent à Saint-Jean-sur-Richelieu, un premier jardin collectif. Bien, merci beaucoup. Puis on invite les gens, bien sûr, à joindre le groupe Facebook pour se renseigner sur le suivi de tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de production bovine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on reçoit un chorégraphe en or. Oui, Samuel Chouinard, chorégraphe de Tessa Virtue et Scott Moyer. Comme le dit si bien Alain Goldberg, ça va glisser. L'accès réussi. Oh! Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de production bovine, ce qu'on fait très, très, très rarement à cette émission. De parler d'agriculture, c'est une chose, de parler de production bovine, et je suis convaincu, quand on va vous communiquer les chiffres, que vous allez être quand même assez étonné de voir l'ampleur de cette industrie, ici même, oui, en Montérégie, mais également, si on y va de façon plus micro, même du côté de la MRC du Haut-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, il est le président du syndicat des producteurs de bovins Montérégie-Ouest et aussi producteur laitier à Saint-Anicette, Kirk Jackson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Mme Chantal Agnew, qui est propriétaire de la ferme familiale Anglo Acres, mais aussi de la boutique Bonbœuf à Saint-Chrysostome. Bonsoir et bienvenue. Pourquoi la production bovine est-elle aussi méconnue? Je pense que ça commence déjà parce qu'on a plusieurs générations qui sont déjà détachées de la campagne, de la ferme familiale, de la ferme, finalement, effectivement.
On recule juste 2-3 générations. Tout le monde avait mon oncle, ma tante, un grand-parent qui était agriculteur. Et là, aujourd'hui, les fermes, à cause de la mondialisation, on se spécialise de plus en plus. Ouais. Mais là, le détachement du consommateur est très, très évident. Bon. Parlez-nous un peu de votre expérience, de votre ferme à vous. Quelle est l'histoire? Nous, on a acheté la ferme de mes parents en 2004, moi et mon conjoint. Au début, c'était une ferme de veau d'embauche. J'ai travaillé à l'extérieur, en agro-environnement. Puis ensuite, en 2015, on a ouvert la boutique à la ferme. On fait la mise en marché de bœuf produit chez nous. C'est ça, oui. Donc, c'est une belle aventure, mais c'est une aventure en même temps. Je sens que ça évolue. Vous vous adaptez aussi au marché, à ce que les clients veulent. Oui, il y a une demande pour... il y a un marché de créneaux, il y a une demande pour le bœuf produit puis acheté directement d'un producteur. Oui. Ouais. Parce qu'en même temps, ce que je trouve un peu curieux dans notre société, je pense que majoritairement, les gens aiment bien le bœuf. Bon, parfois, on nous dit, oui, il faut en manger, il ne faut pas trop en manger. Mais en même temps, quand on parle de la production, là, les gens disent, oui, mais c'est une production, ça doit être polluant comme industrie. Donc, je trouve que parfois, les gens parlent un peu des deux côtés de la bouche. Les gens aiment bien manger du bœuf, mais de l'autre côté, parfois, ils vont être un peu critiques à l'égard de l'industrie. Comment l'industrie se comporte-t-elle? Comment l'industrie est-elle un bon citoyen corporatif dans notre société? Je pense que l'industrie bovine québécoise est à la demande sociétaire. On a les plus strictes des normes environnementales et bien-être animal en Amérique du Nord, de n'importe quel État ou province. C'est les plus stricts ici. Et même que les exigences sont tellement lourdes, on est dans les mêmes catégories que les grosses industries. Et ça crée des problèmes à la base pour les producteurs qui veulent même aller chercher de la relève, même accroître leur ferme familiale pour ramener la relève ou juste pour être en survie. C'est très difficile la réglementation que nous avons à subir ici. Bon, mais en même temps, les gens, ils veulent en consommer du bœuf. Puis idéalement, on veut que le bœuf, il vienne d'ici. On ne veut pas qu'il vienne de très, très loin. Donc, ce contact que les gens ont avec vous, c'est ça que la clientèle vous dit? Oui. Oui. Ils veulent venir directement à la ferme, parler avec le producteur. Ils posent des questions. C'est valorisant pour moi aussi de mon côté de les informer de la façon qu'on produit le bœuf. Ils ont une meilleure appréciation aussi du bœuf qu'ils vont manger pour souper. Même c'est curieux, je constatais, et c'est pas pour leur faire de la publicité, mais quand on regarde les publicités à la télé de A&W, dans leur ligne de marketing, c'est oui, mais nous, notre bœuf, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de stéroïdes et tout ça. Donc, on sent cette espèce de volonté, en tout cas dans le cas de la chaîne de A&W, de démontrer au public que, ah oui, eux, ils sont dans cette catégorie-là. Est-ce que c'est ça que le consommateur veut? Il veut se faire rassurer sur la qualité de produit ou la façon que l'industrie se comporte? Moi, je crois rendu à la vente-restauration, surtout. Tout le monde veut se démarquer. On prend l'exemple A&W, c'est leur façon de démarquer, puis c'est très correct. Je prends l'autre exemple, McDonald's, Canada ou Tim Hortons. Ils sont fiers de prendre un produit, eux autres, la façon qu'ils se démarquent, produit canadien. C'est ça, 100% canadien. Ça dépend où sont capables de toucher les valeurs du consommateur. Bon, parlons de chiffres, et c'est ça que c'est étonnant. La Montérégie compte 1919 fermes en production bovine, dont 1018 fermes laitières, il ne faut pas les oublier, évidemment, comme vous, et 901 fermes d'élevage de veaux de grains, de veaux de lait, de veaux d'embauche ou de bovillons d'abattage. Mais après ça, si on isole dans les chiffres qu'on nous avait sortis, uniquement ici, sur le territoire de la MRC du Richelieu, c'est 165 entreprises en production bovine, dont 142 d'entre elles ont des bovins qu'ils réforment éventuellement pour produire une viande de qualité. Il y en a à peu près 26 qui œuvrent plus dans le bovillon d'abattage, 25 dans la vache au pâturage. Il y en a 8 pour du veau de grain et une au niveau du veau de lait. Donc, on voit que l'industrie est diversifiée. Là, j'ai isolé ici pour que les gens comprennent au Richelieu. Mais quand on regarde en Montérégie, c'est énorme.
1900 entreprises. Bien, je trouve que c'est toujours énorme pour le Haut-Richelieu aussi. Oui. Imagine le moteur économique que ça fait pour votre région. Tous ces fermes-là, je ne peux pas dire exactement, précisément, en moyenne, c'est quoi le chiffre d'affaires qui roule. Pas le montant qui reste dans le poche du producteur pour vivre, mais le chiffre d'affaires qui roule. On peut facilement, avec ces genres de fermes-là, facilement, en moyenne, 400 à 500 000 par année, que ça roule, moteur économique dans ta région, précisément ici. Donc, ça fait rouler l'argent, ça crée des emplois. Ça crée des Ça emplois. fait rouler l'économie. Exact. On est-tu capable d'en faire plus? Ouais. On est dans une région aussi de grande culture où ce que les grains sont produits. C'est là où est-ce qu'on devrait la transformer en viande, ce grain-là, ou est-ce qu'on devrait l'exporter dans une autre région, une autre province, un autre État pour faire la même chose? Ouais. On a-tu de la place? Je sais qu'on a les ressources naturelles ici pour le faire. Bon. Et vous, dans le fond, qu'est-ce qui fait que vous avez... Parce que vous auriez pu décider de faire autre chose dans la vie, mais qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de poursuivre dans cette voie-là? Bien, pour moi, c'est une passion, la production bovine. Mais en termes de vente directement aux producteurs ou aux consommateurs, c'était surtout pour offrir quelque chose de plus à nos enfants si jamais ils veulent prendre la relève plus tard. Et aussi, c'est dans un esprit de relève familial. Oui. Ça aussi, c'est important pour vous. Oui, ça c'est fait partie important pour nous. Ils ne sont de pas la obligés de continuation. prendre la relève, mais s'ils veulent, l'opportunité va être là pour eux de s'intégrer dans l'entreprise. Bon. Parlez-nous maintenant du plan de développement. Vous avez un plan qui s'échelonne de 2018 jusqu'à 2025. Donc, de quelle façon vous souhaitez développer cette industrie? Bien, on a fait les grandes lignes du plan. En mi-mars, on s'en va en conseil d'administration provincial pour aller creuser plus loin pour vraiment définir. Bien, les grandes lignes sont définies. De un, on était un seul critique dans le cheptel québécoise. On fournit à peine 20 de la consommation québécoise ici. À peine. Le reste du bœuf qui est mangé au Québec, ça rentre d'autres provinces et surtout du US. Alors, nous autres, d'ici 2025, on veut augmenter le cheptel de 50 Ça ne comblera pas la demande de consommation à 100 et même pas proche, mais au moins aller dans la bonne direction. Donc, 20 du bœuf consommé provient du Québec seulement? Et c'est quelque chose, je ne veux pas aller trop technique. On Quand même, produit pour 20 de la consommation. On est à seuil critique. Les abattoirs de région, ils en ont très peu. Des gros abattoirs, donc, où ce que les bouillons d'abattage se font abattre et transformer pour revenir ici, ça se fait à l'extérieur, ça ne se fait même pas dans la province. Il n'existe plus d'abattoirs de grande échelle dans la province du Québec. Alors, pour y arriver, pour garder les ressources nécessaires, les ressources professionnelles, on est à un seuil critique. Il faut augmenter le cheptel en partant. Il faut en produire. Sinon, si on n'en produit pas, évidemment, ça doit être, on n'est pas dans la bonne direction. On sait c'est quoi l'avenir si on arrête de produire ici. Bon. Et est-ce qu'on a la capacité d'augmenter le cheptel? Avez-vous besoin d'aide gouvernementale ou de réglementation? Bref, pour arriver à atteindre votre objectif, qu'est-ce que vous avez besoin? Bien, oui, c'est sûr qu'on a besoin de l'aide gouvernementale, d'essayer des programmes adaptés à la production pour sécuriser la volatilité des prix pour les producteurs. Ouais. Parce que quand il y a un manque d'espoir par le producteur, c'est très difficile pour lui dire, ben, il faut que tu augmentes ta production pour que ça aille mieux pour l'industrie au complet. Ça prend de l'espoir, ça prend de l'accompagnement gouvernemental. On a des règles très sévères au niveau bien-être et environnemental. Quand tu es dans la même catégorie que des grosses industries, c'est difficile. Un petit producteur qui veut juste augmenter d'une petite affaire, ça peut être très coûteux pour lui et c'est pas nécessairement, c'est polluant ce qu'il fait. C'est juste qu'on est dans une catégorie industrielle. C'est ça une des problématiques. C'est que dans ça, nous autres, ce qu'on aimerait faire dans ce plan-là, c'est de créer un comité de travail avec le ministère de l'Environnement. De un, être capable d'être à l'écoute du ministère, savoir c'est quoi leur vraie préoccupation, mais qu'eux, ils nous comprennent aussi, et de travailler, aller devant sur ce genre de programme-là. Aussi, dans le plan de développement, on parle de la relève. C'est très important, la relève. Mais pour avoir la relève, il faut que la relève voie une opportunité. Il ne faut pas que la relève... Moi, je suis chanceux, je suis anglophone, je parle français le mieux que je peux. Mais pour être franc, si j'étais homme d'affaires, ce serait plus facile pour moi de faire une vie en Alberta, économiquement, qu'ici. Ça prend de l'espoir. Pour vous, quels sont les enjeux à votre ferme? Est-ce que vous souhaitez augmenter le nombre de têtes que vous avez en ce moment? Est-ce que c'est dans les projets? C'est dans les projets. Et comment on peut le faire?
c'est surtout la mise en marché puis de se faire connaître. Mais ça se fait de bouche à oreille. On a des buts et en 2 ans, on va se rendre là, mais c'est sûr qu'il y a l'environnement qui nous bloque. Si jamais je veux augmenter de plus que mon avis de projet, bien là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Est-ce que là, vous avez combien de têtes en ce moment? J'envole environ 55 vaches par année, puis on vise l'engraissement de 60 bouvillons. OK. Puis la mise en marché se fait directement à la ferme, en livraison ou en marché public aussi. Mais là, ça fonctionne quoi? Vous avez des permis, puis là, vous ne pouvez pas dépasser un nombre de têtes, c'est quoi? Kilo de phosphore produit OK. par site. Oui. Et peu importe la taille de la ferme, c'est ça. C'est ça que des fois la société a difficulté à comprendre. Ouais. Nous ne sommes pas des fermes industrielles au Québec. C'est ça que vous voulez que les gens retiennent? Bien, qui retiennent, c'est des fermes familiales. Et à l'intérieur de notre propre pays... On vous considère comme industriel, mais vous dites, dans le fond, on n'est pas des industriels, on est des fermes familiales. Exact. Et même les producteurs qui sont des parcs d'engraissement qui font la finition, je pense que la moyenne, c'est à peu près 2500 bouvillons par année. Ça reste familial. C'est père, mère, un fils ou 2 fils, filles. C'est familial. Ouais. Si je compare à mes collègues dans l'Ouest canadien, écoute, ou US, ici, on parle de 2500 têtes. Un parc d'engraissement, le plus gros que j'ai vu à date, c'est 200 000 par année. Ils sont efficaces. Nous autres, juste dans la paperasse, on a la difficulté. Puis quand on parle de normes réglementaires, un parc d'engraissement qui veut agrandir pour faire de la place pour la relève, augmenter, faire de la place, s'il dépasse le 1000 unités animales, qui est 1000 animales, il faut qu'il aille devant une audience publique le battre. Avant qu'il ait même un permis, c'est 200 000 en honoraire professionnel. Ouais. Mon collègue dans l'Ouest, pour 200 000, il vient d'agrandir de 2000 têtes annuelles. Ouais. Le permis, il le reçoit, il applique le permis le matin, l'après-midi, il coule du béton. Bien, merci beaucoup. C'est honnêtement fort important, je pense, de renseigner la population sur ce volet-là. Et évidemment, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci bien. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Le Salon rouge de la Bibliothèque Saint-Luc vous présente jusqu'au 23 avril l'exposition « L'extraordinaire de mon ordinaire » de la part des capteurs d'images. On parle ici d'exposition photo. Si vous désirez me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Bye bye, à demain.